Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de Cloudspire, un jeu de Chip Theory Games, à qui on doit notamment Hoplomachus et le dernier Too Many Bones. Donc Chip Theory Games, leur dada c'est les chips de poker, donc les chips de poker on en a plein. Ici c'est les chips premium pour les points de vie, avec des petits cœurs au milieu. Je vais vous faire une présentation du matériel et juste après j'enchaînerai sur une partie en expliquant les différentes règles. Les règles ne sont pas compliquées dans le jeu. Le bouquin de règles qui est ici est plutôt bien écrit avec des exemples. Moi j'en voudrais un peu plus mais je crois que ça suffit. Et il est compréhensible, on peut jouer directement après avoir lu les règles ou même en même temps. Avec des règles et des illustrations sympathiques. Donc je vais vous faire le tour des composants pour vous expliquer quelques principes. Et ensuite, on entamera une partie solo. Le jeu est un jeu compétitif à la base, donc chacun a une faction et on lutte pour gagner sur l'autre faction. Et il y a aussi un mode solo avec un livret de scénario solo qui est divisé pour chaque faction. Donc on va pouvoir jouer 4 fois. Il y a 4 factions dans le jeu de base. Donc on va pouvoir jouer les différents scénarios de ces factions-là. Il y a également un livret coop. Il y a également une extension avec une nouvelle faction. Et une extension avec des nouvelles îles et différentes cartes, événements et reliques. Là, je vais vous présenter une partie qui est faite avec le jeu de base uniquement. Et ce sera déjà suffisant pour vous donner un aperçu du jeu. Donc si je dois passer aux composants, donc qu'est-ce qu'on a dans les composants? C'est simple, vu qu'on joue des factions, eh bien chaque faction va venir avec un set de dés. Donc là j'en ai 2 d'une faction et normalement j'en ai un troisième. Voilà. Donc là par exemple la faction que je vais jouer en tant que joueur, c'est la faction des Bromen. Donc la faction vient avec des chips de poker comme ça, qui ont des différents personnages sur eux. Donc différents, on va avoir différentes catégories d'unités. Donc toutes celles-là vont s'appeler des unités. Des unités de type mignon. Des unités de type héros. Alors pour les reconnaître, c'est facile, c'est que les héros, ils ont un rond doré autour. Les mignons, ils ont un rond en bronze, donc c'est un peu moins jaune. Et vous avez également les spires, c'est Cloudspire, les flèches. Les tours, j'appelle ça les tours moi, qui viennent avec un rond argent autour. Et ça, vous allez le retrouver dans les factions et dans les mercenaires, parce qu'ici, on va avoir un marché avec potentiellement des objets ou des mercenaires qui vont pouvoir venir nous aider dans notre bataille. Donc, chaque faction a différentes catégories, parfois qui sont en plusieurs exemplaires, et chaque unité a également une version promue, donc évoluer avec une petite étoile au milieu. D'accord, ici j'ai pas d'étoile, ici j'ai une étoile. Donc parfois avec des compétences en plus qu'on voit en bas. Et des capacités qui ont augmenté. Donc si je prends cette unité-là, Aegis, donc en version simple, on a ici 3 points de vie. Ça veut dire que quand j'aurai cette unité en jeu, elle aura 3 chips de poker de vie en dessous elle, comme ça. Ensuite, 2 points d'attaque, donc elle fera 2 points de dégâts quand elle attaquera, et quand elle répondra, quand elle fera une contre-attaque. Ici, c'est son nombre de points de déplacement, donc elle se déplacera de 2. Donc ici, c'est un mignon, systématiquement, il se déplacera de 2 s'il peut. Ici, c'est son coût en points de recrutement. Et ici, c'est sa récompense si elle se fait abattre. Donc l'ennemi ou l'adversaire récupérera des points. Ici, ce sont des points de source. La monnaie du jeu, c'est la source. La source, c'est une sorte d'énergie. Je vais revenir au background. C'est une sorte d'énergie qui, dans le monde de Cloudspire, comme c'est marqué ici, vous voyez qu'il y a une île qui flotte. Et en fait, les différentes factions sont sur différentes îles qui flottent comme ça dans les nuages. Et l'énergie qui tient ces continents, ces îles, est plutôt rare. Et étant donné qu'elle est cultivée, qu'elle est récupérée par les habitants,
eh bien tout se dérègle un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe à force? Les îles commencent à se rencontrer les unes sur les autres, à s'enchevêtrer, à se percuter, et du coup, la guerre pour la ressource, pour la source, a lieu entre les factions. Donc les îles s'entrechoquent. Dans le jeu, concrètement, les îles, ce sont ces morceaux-là d'hexagone. Donc ça va être une île. Et elles se placent comme ça, elles sont rencontrées déjà. Et chaque faction qui était sur son île avec sa forteresse rencontre les autres. Et c'est comme ça qu'a lieu le combat. Donc on a fait les unités de chaque faction. Donc chaque faction va avoir un certain nombre d'unités, de héros, de minions et de tours. En plus de cela, vous avez donc la forteresse. Donc la forteresse, chaque faction a une forteresse. Alors, elle va venir avec, je ne sais pas comment je vais la montrer correctement. Hop, ah non, c'est l'inverse. Je vais vous faire voir comme ça. On va voir comme ça. Donc ça, c'est la forteresse des Bromen. Chaque forteresse va avoir la même forme, par contre, il y aura des choses différentes dessus. Si on le voit, il y a des petits trous ici. Alors, on ne va peut-être pas les voir. Vous allez les voir si je mets les petits picots qu'il faut. Mais il y a des petits trous à côté de certaines cases, comme ici, ou ici, par exemple. Donc chaque forteresse va avoir des capacités d'évolution qui seront propres à la faction et qui vont avoir un certain coût en source, comme les unités d'ailleurs. Enfin, comme les mercenaires. Chaque forteresse va avoir des points de vie, donc qui sont au début à 10, et des points de source qui sont au début à 0. Donc ça va vous permettre de suivre les points de source en faisant monter ou descendre votre petit cercle ici. Donc quand la forteresse prendra des dégâts, on baissera la vie. Quand on gagnera de la source, quand on dépensera, on bougera ce cercle-là. Ici, c'est des emplacements pour les dés, parce que certaines évolutions vont nous donner des dés de faction. Donc par exemple, ici, j'en ai 3. Et j'en ai d'ailleurs un qui est, dès le départ, sur... c'est celui-là, je crois, qui me servira pour une des unités. Donc chaque faction va être asymétrique, quelque part, puisqu'elle aura des compétences et une façon d'évoluer dans sa forteresse qui sera différente. Et donc ça va donner une stratégie en jeu et un gameplay différent pour chaque faction. Les forteresses, quand elles sont placées en jeu, elles touchent les portes de la forteresse, c'est l'hexagone qui est le plus proche, doit toucher l'île qui est ici, de chaque côté. Donc les 3 côtés des portes doivent toucher le continent. Sur la map qui est constituée, ici c'est une map qui est faite par un scénario, mais il y a systématiquement un passage qui est fait, comme un chemin, vous voyez en pierre, qui doit mener d'une forteresse à l'autre. Et ce passage ne peut pas être cassé. C'est-à-dire que je ne peux pas, via des tuiles qu'on peut acheter, ou par le placement quand c'est un mode compétitif, casser ce chemin. D'accord ? Il n'y a que les unités qui peuvent bloquer le chemin potentiellement à d'autres unités, mais le terrain, lui, il doit toujours y avoir un passage entre les deux factions, entre les deux forteresses. Si jamais il y a une 3e forteresse ou une 4e forteresse en jeu, quand on est en multijoueur, il doit y avoir un passage vers toutes les autres forteresses. C'est systématique. Donc on a vu les unités. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Alors ici, moi j'ai une extension pour les tours. Normalement, les tours, si je fais une tour, ça va être constitué comme ça. Je vais avoir une tour, par exemple. Et les capacités de cette tour vont être mises en dessous, comme ça. Et placées sur les endroits où on a des puits de source. C'est là-dessus qu'ont être construites les tours. Donc on les place comme ça. Moi j'ai une extension dans laquelle les tours elles sont modélisées. Donc ça me permet de mettre soit sur le dessus, soit en dessous, avec le petit token de la tour sur le dessus, et de mettre les capacités de la source en dessous. Parce qu'à chaque fois qu'on va... Alors c'est difficile à faire voir du dessus, mais par exemple je les ai ici. À chaque fois qu'on va faire des dégâts sur une tour, je vais peut-être zoomer un petit peu. Donc à chaque fois qu'on va faire des dégâts sur une tour, on va retirer la première amélioration, la première caractéristique de cette tour.
S'il y en a une deuxième qui est perdue, si elle n'en a plus du tout, à ce moment-là, la tour est détruite. Donc voilà, avec l'extension, vous avez pour chaque faction un type de tour. Donc ça, c'est celle des Brommen. Je peux mettre tout de suite la tour, mais... Et vous avez celle des héritiers qui se trouvent ici, qui sont d'une autre couleur. D'accord? Et d'une autre forme aussi. Et chaque faction, il y a 4 factions dans le jeu, a ses tours. Qu'est-ce que j'ai fait de celle-là là? Ah, ça c'est la mienne. On a également ce qu'on appelle des Earthscapes. Voilà, ce sont des bouts de terrain, donc on va pouvoir terraformer un petit peu, qu'on va pouvoir acheter et placer à un endroit sur la carte. Donc quand on a des règles pour le placement, évidemment, mais ça permet de justement changer ce fameux chemin. Vous allez voir que ça a beaucoup d'importance, parce que c'est un chemin qui va être emprunté par pas mal d'unités de façon automatique. Ici, on a 3 types d'amélioration. On appelle ça les améliorations. Vous avez de la... comment on appelle ça? Donc de l'attaque, du range, pour augmenter la distance d'attaque. Et ici, de la protection, de la fortification. D'accord? Donc les unités, donc les héros, comme les tours, peuvent récupérer ce genre d'amélioration. Pas les unités de type minion. Ensuite ici, en blanc, enfin en noir déjà, on va commencer par ici. En noir, ce sont des pièces qu'on peut récupérer au marché. Dedans, on va trouver des héros, comme ici, Calus, des minions, et parfois on trouvera aussi des tours. Je ne sais pas si j'en trouve une. Voilà, ici par exemple. Donc ça, on pourra les acheter. Il y a un coût qui se trouve en haut à droite ici, en source. Ici, si jamais... Donc après, une fois que vous l'avez acheté, vous l'aurez dans vos barracks. Vous pourrez la déployer comme d'autres unités et vous la faire combattre pour vous. Et si jamais vous la faites détruire, l'adversaire récupérera la récompense en source. Ensuite, on a des terrains. Donc on a 3 types de terrains. Vous voyez, ces deux-là. Et plus un 3e type qui est le marécage. Derrière ces terrains, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des minions, donc des sortes de monstres ou des lieux qu'on va pouvoir explorer, combattre, qui vont nous faire gagner de la source potentiellement. Donc ça aura beaucoup d'importance. Vous allez voir dans le scénario solo, on commence sans ressources et il n'y a pas de revenu automatique comme dans le mode compétitif. Ce qui fait que c'est plutôt dur pour faire des constructions et pour s'améliorer. Donc aller chercher ces terrains et aller explorer va nous permettre de récupérer un peu de sources, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça dans la partie. Ensuite ici, les petits picots, on va s'en servir pour l'évolution de notre forteresse. Ici j'ai aidé de la faction des héritiers, qui sont en mauve. Les unités de l'autre faction, qui sont prêtes. Vous voyez qu'on a des supports pour les ranger. Tout ce que vous voyez comme support, c'est fourni dans le jeu. Là pour le coup, le jeu, il y avait pas mal de choses pour le ranger correctement, c'est un peu mieux que dans Too Many Bones. Même si dans Too Many Bones, on pouvait avoir en add-on, je crois, des suppléments pour ranger les dés et ainsi de suite. Au niveau du terrain, donc vous voyez qu'on a des îles qui sont constituées de grands blocs. Et on va voir différents types de terrain. Ici, ça va être le chemin, de façon classique. Ici, la plaine. Ici, la forêt. Ici, la montagne. Et parfois, on aura de l'eau. Les unités, alors je vais essayer d'en trouver une qui en a. Si elles n'ont pas de description de terrain sur elles, d'autorisation de terrain, elles ne peuvent se déplacer que sur ce chemin-là, qui est fait en une sorte de chemin de pierre, comme une voie romaine. Ensuite, elles peuvent avoir différents types d'autorisation de terrain, et ça va par ordre d'importance. C'est-à-dire qu'ici, une unité qui peut aller dans les forêts va pouvoir passer sur les cases chemin, plaine, forêt, mais pas sur les cases montagne ni eau. Une unité qui va pouvoir aller sur l'eau, je ne sais pas si j'en trouve, elle, parce que c'est une unité qui vole. Ici, il y a une petite forme de vague, je ne sais pas si on la voit. Petite forme de vague. Et étant donné que l'eau, c'est le déplacement le plus important, et à ce moment-là, cette unité-là, elle peut aller n'importe où. Elle peut aller sur les forêts, les montagnes,
les plaines et l'eau. Donc elle peut passer au-dessus, elle peut se déplacer dessus. Donc ça c'est une unité qui a en plus la capacité flying, elle vole. Donc elle est plutôt intéressante en termes de déplacement. Ici on a des jetons pour représenter notre faction. Alors en mode 2 joueurs ou en mode solo, ça sert pas à grand chose parce qu'on n'a qu'un seul ennemi. En mode multijoueur, ça sert à indiquer la cible du déplacement de nos minions. On va revenir dessus après. Il y a une sorte d'automatisation du déplacement des minions. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans le matériel? Alors pour chaque, on a le livre de règles évidemment, qui est intéressant parce qu'il y a quand même le résumé du tour de jeu et de certains termes pour les attaques et autres. On va avoir une fiche plastifiée comme ils font chez Chips Theory Games souvent, avec les talents des terrains. Ici avec les talents des unités qu'on peut acheter. Donc c'est résumé sur cette fiche-là. Vous allez avoir une fiche pour chaque faction. Donc ici les héritiers, la faction qu'on va combattre dans la partie d'après. Avec ici la partie Fortress Advancement. Donc la façon dont on doit pouvoir faire évoluer sa forteresse. Vous voyez qu'on a une fiche complète pour sa faction. Et ici les talents qu'on va trouver sur les unités en question. Donc comment ils fonctionnent, comment fonctionne la faction également. Quelles sont ses particularités. Et on a pareil pour les Bromens. Les Bromens, ils ont leur talent, l'avancement de la forteresse. Et donc on nous indique bien qu'on commence avec un des dés dans notre forteresse, le Forsaken Dice. On nous indique quel tour on peut utiliser d'abord. Parfois certaines factions ont des avantages au tout début. Toutes ont une manière de progresser différente. Et toutes ont des unités différentes également. Et on a évidemment un livre de scénario, puisqu'on va être en mode solo, le livre de scénario, avec le premier scénario. Alors, je crois que j'ai fait le tour du matériel. Donc qu'est-ce qu'il a? Donc vous voyez que le matériel, il est sympa déjà. Il y a un beau visuel. Il n'y en a pas trop, juste assez. Ça tient bien sur la table pour bien tout voir d'un seul coup. Et vous allez voir que le fonctionnement est plutôt simple. La complexité, comme dans beaucoup de jeux finalement de ce type-là, va venir de l'interaction entre les talents. Vous voyez que j'ai quand même pas mal de talents. Ça c'est sur les terrains, mais les terrains on n'a pas forcément beaucoup en jeu, donc dès qu'on les connaît ça va. Mais dans votre faction, vous allez avoir les différents talents. Donc, vu que vous n'avez pas toutes les unités d'un coup, ça va être plutôt facile à les appréhender. Mais évidemment, il y a vos talents et les talents de l'ennemi. Et une des parties du jeu, ça va être aussi de connaître les talents de l'ennemi pour savoir comment faire votre stratégie et comment contrer l'ennemi, comment l'attaquer. Plus la partie qui se trouve sur les tours. Les tours, c'est assez important parce que c'est un des éléments de Tower Defense du jeu et ça va être assez important pour nos unités. Même si ce n'est pas nos talents à nous, il va falloir les connaître pour savoir comment les éviter. Le tour de jeu. Je vais vous expliquer comment se passe le tour de jeu. Et ensuite, on démarrera la partie et je ferai les points de règle au fur et à mesure dans la partie. Donc le tour de jeu, je ne sais pas pourquoi je prends ce livre-là. Il va se dérouler en vagues. Il y a 4 vagues dans le jeu. On les retrouve ici. Donc ici, c'est les instructions pour le mode multijoueur. On a 4 vagues dans le jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout des 4 vagues, on va déterminer qui est-ce qui a gagné cette partie. Et évidemment, dans le mode solo, on a des objectifs à faire. Donc les 4 vagues, quelles sont-elles? On a une phase d'événement. En mode multijoueur, la phase d'événement, c'est une carte que l'on va tirer. Je n'ai pas mis les cartes ici, mais elles se trouvent là. J'ai des cartes, ça c'est des cartes reliques. J'ai des cartes event, donc événements qui vont nous indiquer des choses qui se passent dans le jeu. Et donc, à chaque nouvelle vague, je dis bien, on tire une carte événement. En mode solo, il n'y a pas de carte événement. On a un jet de dés. Donc c'est un jet de D6. On va acheter un petit D6. Et on va aller regarder sur la table du scénario. Hop. Le résultat pour savoir ce qui se passe. Donc souvent c'est un avantage pour la faction adverse. Une fois qu'on a passé cet événement,
on arrive à la phase de revenu. Donc là, ça va dépendre du scénario. En temps normal, en multijoueur, on a à la première vague 5 sources, à la deuxième 7 sources, à la troisième 9 sources, et à la quatrième 11 sources. En plus des revenus qu'on pourrait avoir en jeu en ayant trouvé des sources, ou en ayant mis des tours. Il y a certaines factions qui permettent de gagner de la source. Donc ça, c'est la phase de revenu. Vous allez voir qu'en mode solo, dans le premier scénario en tout cas, il n'y a pas de revenu fixe, ce qui fait qu'on ne récupère que les sources qui résultent du combat. Et du coup, ça rend la partie un peu plus difficile. Donc dans la phase de revenu, c'est là qu'on peut réparer des dégâts de la forteresse également. Ensuite, vous avez une phase de marché. Dans la phase de marché, on va pouvoir acheter une chose avec nos sources. Donc soit une unité, ici, et quand on l'achète, on la remplace, soit qu'est-ce que je voulais dire ? Soit une unité, soit un Earthscape. Donc quand on achète, on les met dans les baraques, ça veut dire qu'on les met en dessous de notre plateau où on a toutes nos unités, et elles seront disponibles immédiatement dans cette vague-là, lors du déploiement, ou de la phase de construction pour les Earthscapes. Dans le cadre d'un multijoueur, on commence par le premier joueur et on fait chaque joueur au fur et à mesure, d'accord ? On ne fait pas toutes les phases, on fait dans chaque étape de phase, chaque phase se fait pour tous les joueurs. Ensuite, la phase de construction. Donc là, dans la phase de construction, vous allez voir plusieurs choses qu'on va pouvoir faire. Construire des tours, comme il y a ici. Donc le coût d'une tour, c'est facile, hein, c'est le coût qu'il y a sur l'unité. Donc là, je vais vous prendre deux exemples pour les Bromens. Vous avez une tour ici avec son coût. Donc celle-là, elle coûte 4. Et celle-là, elle coûte 4 aussi. Ou non, 3 celle-là. Un drilling post. De l'autre côté, vous avez les deux autres tours possibles, la Siege Tower et le Lance Launcher. Donc ceux-là, elles ne sont pas disponibles au début du jeu. Il va falloir faire évoluer la forteresse pour les rendre disponibles. Alors c'est les mêmes chips, mais on ne peut pas les construire. Alors celles-là, elles sont plus chères, elles valent 6 à construire. Mais elles ont des avantages. Par exemple, Raise, c'est ce qui va vous permettre, au début de votre tour, de faire un tir sur une autre tour adverse. Donc ce qui est assez puissant. Mais c'est plus cher. On peut également améliorer une tour. Donc une tour, je vous dis, quand elle arrive en jeu, elle récupère immédiatement ces caractéristiques-là, on va dire que c'est des améliorations. Donc ici, une attaque et un range. Donc une attaque et un range, c'est cela. Donc on va les mettre dans l'ordre qu'on veut. Alors c'est important l'ordre parce que la première qui se fera détruire, la première amélioration qui se fera détruire, c'est celle qui se trouve en dessous. Donc selon comment vous le mettez, c'est soit le range qui se fait détruire, soit l'attaque. Alors il vaut mieux laisser l'attaque au-dessus. C'est comme mieux de pouvoir attaquer même en adjacent. Donc on fera comme ça. Quand on améliore une tour, donc, on va payer le nombre d'améliorations qui se trouvent sur la tour. Donc ici j'en ai déjà 2. Si je vais en ajouter une, et que je paye le nombre d'améliorations qu'il y a dessus, je vais payer 3. Je vais payer 3 sources pour améliorer cette tour avec cette amélioration-là. Si c'était une autre amélioration, ce serait pareil, c'est le nombre d'améliorations qui compte. Et par contre, c'est 2 sources, systématiquement, que pour ça. Que pour une fortification. Vous voyez aussi que sur la tour, il y a 3 petits points bleus ici. C'est le nombre d'améliorations maximum que vous pouvez avoir dans votre tour. Alors vous allez voir que pendant la partie en mode solo, l'adversaire, lui, ne respecte pas ces règles-là, de limite d'amélioration, mais c'est ce qui fait qu'on a un setup différent, on a un petit peu des mécaniques différentes sans que ça change profondément le gameplay. C'est seulement certaines situations, qu'on n'a pas besoin de vérifier d'ailleurs, qui sont faites par le scénario. Donc on peut améliorer cette tour-là. Donc pendant la phase de construction de la vague. Earthscape, si jamais vous aviez acheté un Earthscape pendant la phase de marché, on peut le placer à ce moment-là. Alors pour placer les... je vais y revenir après. Il y a une notion d'influence. Pour pouvoir construire une tour ou placer un Earthscape, il faut avoir de l'influence sur le lieu où on va le mettre. Alors comment ça se passe l'influence ? C'est simple. Vous avez de l'influence
sur le groupe d'hexagones. Alors un groupe d'hexagones, ça correspond à une île. Sur le groupe d'hexagones qui est adjacent à votre forteresse, ou le groupe d'hexagones sur lequel vous avez une de vos tours, et le groupe d'hexagones qui est adjacent à un groupe d'hexagones sur lequel vous avez une tour. Voilà, c'est très simple. Donc si, au début de partie, j'ai de l'influence que sur ce groupe-là, donc je peux construire qu'ici, ou ici, on a aussi des puits ici, ici. Si jamais je mets une tour ici ou ici, j'aurai de l'influence sur cet hexagone-là et sur celui-là, parce qu'ils sont adjacents, ils seront adjacents à un groupe de tuiles, un groupe d'hexagones qui contient une de mes tours. À ce moment-là, je pourrais construire après sur celui-là et sur celui-là, mais pas si elle se fait détruire. Et ainsi de suite. Et c'est pareil donc pour les Earthscape, on a la même règle de construction. Sachant que dans tous les cas, on ne casse pas avec les Earthscape le chemin qui se déroule entre les deux. Mais par contre, on peut modifier le chemin, et vous allez voir, c'est important. Adventure Fortress, à ce moment-là, et dans la phase de construction, on peut également améliorer sa forteresse. Donc améliorer sa forteresse, c'est facile, on prend le tableau d'avancement, on regarde ce qu'on peut payer, il faut le faire dans l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas acheter directement un niveau 2, avec le coût de 4, qui est indiqué ici. Il faut d'abord que j'ai un niveau 1 pour pouvoir passer au niveau 2. Et on note l'avancement avec les petits picots sur les différentes améliorations. Il y a leur nom ici, et les petits trous qui sont à côté pour dire qu'est-ce qu'on a amélioré. Donc ça, c'est la phase de construction. La phase de préparation. Donc la phase de préparation, elle est hyper importante, parce que c'est la phase dans laquelle vous allez décider quelles unités vous allez préparer pour la phase, pour la vague. Et vous n'en aurez pas d'autres de toute la vague. Donc la phase de préparation, quand on est en multijoueur, on déclare sa marque. La marque, c'est la forteresse, le lieu, la cible de vos minions. Donc si je déclare ma marque, je vais par exemple dire que, je vais prendre mon marqueur, et je vais le mettre vers la forteresse que je vais attaquer. Donc là, en mode de joueur, c'est pas la peine, parce qu'on sait que c'est celle-là qu'on va attaquer. Donc moi, mes minions, quand ils vont partir à l'attaque, ils se dirigeront toujours vers les portes de cette forteresse-là. Et inversement, les minions de cette forteresse-là vont aller attaquer systématiquement les portes de ma forteresse. Mais pour le multijoueur, ça sert. Ensuite, on a un nombre de points de déploiement. Alors, je sais pas, c'est des CP, je sais plus pourquoi on appelle ça, les CP. Ça veut dire quoi, CP, déjà? Les command points, oui, c'était évident. Donc les command points, les CP, on a un certain nombre de CP. En multijoueur, c'est figé par joueur. Première vague, 5 CP, deuxième vague, 7 CP, et ainsi de suite. Vous avez des cartes reliques qu'on peut trouver dans le jeu, je n'en ai pas parlé encore, des cartes reliques, parce que c'est plutôt rare. Quand on gagne une relique, on prend une carte, et elles ont différents effets, qui peuvent être permanents, instantanés ou autres. A noter que pour le mode solo, on prend les reliques qui ont ce petit indice ici, là, et les autres, on les laisse dans la boîte. Normalement, il y a beaucoup plus de reliques que ça, mais qui servent pour le mode multijoueur. Donc, on a un certain nombre de points de commandement qu'on va dépenser. Les points de commandement, ils vont nous servir ici. Mes unités, elles ont un coût en points de commandement. D'accord ? C'est pas la même chose que la source, c'est en jaune uniquement. C'est même une main, je crois, dessus. C'est un point avec la valeur dessus. Celle-là, elle me coûte 4 points de commandement. Celle-là, elle m'en coûte 2. Et ainsi de suite. Alors, donc les points de commandement, ils vont être fixes pour les adversaires. Dans le mode solo, c'est un peu différent. On va avoir, nous, des points de commandement, et l'adversaire va avoir une stack, une pile d'adversaires qui sera préparée. En fait, sera déjà composée. Nous, on a des points, on choisit ce qu'on veut, et on compose notre pile. Parce qu'en effet, quand on va faire le déploiement, on va composer une pile de déploiement. Et cette pile, l'ordre de cette pile est très importante. C'est très important parce que les premières unités qui vont se déplacer sont celles qui se trouvent sur le dessus de la pile. Si ces unités ne peuvent pas se déplacer, les unités qui sont en dessous ne peuvent pas se déplacer non plus. Et au-delà de ça, les unités ont un mouvement limité. Donc par exemple,
je vais prendre ici 3 Battleborn qui ont 2 en mouvement. Et puis je vais prendre, admettons que je vais prendre une unité avancée qui est... parce que j'en ai une qui a plus que ça. Voilà. Un Battleborn avancé, ce sera un peu idiot d'avoir... Normalement je les ai tous au même niveau. Ah, j'avais pas vu que ça, l'Aegis il était moins fort en règle en avancée. Donc l'Aegis, en version améliorée, il n'a qu'un point de déplacement. Et il a 3 points de vie. Donc admettons que j'ai, ici j'ai composé quelque chose qui a 6 points de commandement, donc ça va valable pour une vague de 7 ou autre. Donc 6 points de commandement en tout, et je peux les placer l'une sur l'autre. D'accord? Donc si je place mon Aegis qui n'a qu'un point de déplacement, le point de déplacement c'est ce qui est en vert ici, et que je fais ma forteresse, ma pile de déploiement comme ça. Lors de la phase mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Lui il va devoir se déplacer de 1, et il n'a pas d'indication de terrain, donc il peut se déplacer que sur le chemin. Et le Battleborn, c'est pareil, il n'a pas d'indication de chemin, donc il peut se déplacer que sur celui-là. Il a 2 mouvements, mais il ne peut pas les faire, parce qu'il ne peut pas passer par-dessus une autre unité. On ne peut jamais passer par-dessus une autre unité. Donc ce qui fait qu'il serait bloqué dans la forteresse et il ne pourra pas se déployer. Donc ça veut dire que dans cette configuration-là, il vaudrait mieux que je mette le Battleborn en premier, qui pourrait se déplacer à ce moment-là de 2, 1, 2, et lui, l'Aegis, qui se déplacerait de 1. À ce moment-là, j'aurais pu déployer mes unités. Maintenant, ça peut être aussi une façon de ralentir ses propres unités. Vous allez voir que ça peut être intéressant de temps en temps de les ralentir. Je pense que vous vous posez la question de savoir pourquoi. Mais parce que, en fait, les unités de type mignon vont avancer systématiquement. Vous ne décidez pas si vous les laissez bloquer, si vous les avancez ou pas. Elles vont avancer. Leur but, c'est d'aller mettre la raclée à la forteresse d'à côté. Et donc leur but aux mignons, on leur a dit, on attaque la forteresse, les mignons, ils attaquent la forteresse. Quel que soit votre sentiment par rapport à ça, ils vont aller, comme du chair à canon, le plus loin possible pour aller vers la forteresse. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas attaquer avant, mais ça veut dire qu'ils vont progresser systématiquement. Pour les unités, on peut également faire autre chose. Donc là, je vous ai pris 2 unités, séparément, avec leur point de vie chacune. Je peux regrouper des unités. Alors quand je regroupe des unités, à quoi ça correspond? Eh bien, je vais mettre 2 unités l'une sur l'autre. Celle qui est sur le dessus, c'est l'unité active, et celle qui est en dessous, elle n'est pas active, donc elle ne compte pas pour l'instant. Tant que la première n'a pas été détruite, celle d'en dessous ne compte pas. Quand j'ai fait un regroupement, je mets uniquement les points de vie de l'unité active, donc ici ce serait 3, petit cœur rouge ici, et ça me permettra de déplacer les deux en même temps. Alors il y a une règle à respecter, c'est que, et là je ne l'ai pas respecté, on met l'unité la plus lente sur le dessus. Donc là ce serait l'Aegis amélioré, mais qui serait sur le dessus. Avec lui aussi il a 3 points de vie, donc ce serait bon comme ça. Donc c'est forcément l'unité la plus petite qui va ralentir le groupe. Il y a certaines unités qui peuvent avoir une caractéristique qui est, où par exemple l'IA, elle ne respecte pas ce genre de choses. Elle peut très bien avoir des unités regroupées qui ont des valeurs plus faibles en dessous. Mais nous, quand on le constitue, on respecte les règles, et donc on met l'unité la plus lente sur le dessus du groupe. Et là, vous avez un groupe qui va se déplacer qu'une seule fois de 1 à chaque tour. Ça peut être intéressant si on veut qu'un groupe soit lent. Vous comprendrez un petit peu plus tard. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir une pile. Et c'est pareil, c'est qu'ici dans le scénario solo, on va avoir un héros qui est déjà sorti de la forteresse. Mais quand on prend des héros, il faut qu'ils puissent se déplacer également. Donc ils sont importants, parfois ils ont un peu plus de mouvement ou pas. Si on veut les faire bouger, puisqu'ils ont accès à plus de terrain souvent, c'est intéressant de les mettre sur le dessus. Ça dépend comment vous voulez jouer votre pile d'unités. Donc ça c'est la phase de déclaration de la marque, sélection des unités et préparation des unités en une pile de déploiement. Et une fois que ça c'est fait, on va rentrer dans une sorte de boucle de différentes étapes qui vont se répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de minions d'un côté ou de l'autre en jeu. Je vous l'ai dit, les minions de chaque faction ne pensent qu'à une chose, c'est d'aller voir la forteresse de l'autre, et ils iront jusqu'à mourir. Donc la vague, puisqu'on a dit qu'il y avait 4 vagues, s'arrête dès qu'il n'y a plus de minions en jeu. Autre chose,
quand dans un des camps, il n'y a plus de minions, mais qu'il en reste d'un autre côté, donc par exemple les bromènes, il leur reste des unités, mais pas aux héritiers, aux heirs, à ce moment-là, les héros du camp dans lequel il reste des unités se mettent en repos. Ils ne peuvent plus interagir, ils sont en feu de camp, ils restent à l'endroit où ils sont, hein. Ils ne peuvent plus interagir, ils ne peuvent plus subir non plus les attaques des tours. C'est important, parce que sinon à chaque fois que vous allez voir dans ce qu'on va faire comme petite phase là, il y a des attaques des tours à chaque fois. Donc si jamais il n'y a plus d'unité dans le camp adverse, eux ils se mettent en feu de camp, et ils attendent que ça passe, et ils attendent la vague suivante. Mais par contre, les minions, les unités de type minion, continuent à avancer vers la forteresse jusqu'à mourir ou à gagner la partie si la forteresse est détruite. Oui, parce que le but en multijoueur, c'est quand même de détruire la forteresse adverse, hein, de la mettre à 0. Donc on arrive à cette phase qu'on appelle la phase d'assaut, qui est une phase qui va se répéter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de minions en jeu. Donc, la phase d'assaut, elle commence avec un Start of Your Turn. Donc c'est une sorte de phase, un événement de début de tour. Tout ce qui est possible de faire en début de tour se fait à ce moment-là. Donc la première chose qui vient dans ce début de tour, c'est la possibilité limitée de construction. On a le droit à 2 possibilités de construction dans une vague, en tout. Et ça a lieu au début de votre tour. Donc les possibilités de construction limitées, quelles sont-elles? C'est améliorer une tour et en construire une. Je ne peux pas améliorer ma forteresse, ça c'est fait dans la phase qui était avant de construction. Ici on a la phase d'assaut, mais on a une phase limitée de construction pour créer une tour ou en améliorer une autre. Et on a le droit à 2. Et comment est-ce qu'on note ce qu'on a fait? Et bien ici vous avez 2 petits trous sur le début de votre forteresse. On met des petits trucs bleus à chaque fois qu'on en utilise une des options. Rien ne m'empêche d'utiliser les 2 options dans un de mes tours. Mais après, je ne pourrais plus le faire. Ensuite, on a le mouvement. Alors, le mouvement, c'est très simple. C'est ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. C'est que je vais prendre un dispatch, un battleborn. Je ne vais pas les grouper. Hop, unité ici, unité là. La phase de mouvement, comment ça se déroule? Les héros, donc les unités de type héros qui sont entourées avec un petit cercle d'or, vont se déplacer soit avant, soit après les minions. Pas entre 2 minions. Donc je décide quand je le fais. Donc si je veux, si admettons que ce soit ma phase de mouvement maintenant dans cette configuration-là, je pourrais d'abord déplacer mon héros et ensuite mes minions. Ou alors je déplace mes minions et ensuite je déplace mon héros. Je choisis. Mais une fois que j'ai choisi, je m'y tiens. Alors il y a une différence entre les deux. Le héros, c'est celui que vous avez... Enfin, les héros, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, ils sont, entre guillemets, libres. Savoir que je peux les déplacer comme bon me semble, soit en faisant la totalité de leur mouvement, soit en les laissant sur place, soit en se déplaçant que de la moitié du mouvement, enfin que d'un seul. Donc par exemple, celui-là il se déplace de 2, je peux me déplacer de 1 ici parce qu'il a la capacité d'aller sur les montagnes, donc j'ai le droit d'aller sur cette tuile-là, mais j'aurais pas le droit d'aller sur l'eau par exemple. Donc je peux dire, je me déplace ici. Voilà. Et ensuite j'excelle les minions. Donc le premier mignon, donc, avec sa pile de points de vie, il va se déplacer de 2. Comme s'indique dans le vert ici le nombre de mouvements. Et dans la mesure du possible, je vais lui faire parcourir le maximum, tous ces mouvements. Ils vont être tous dépensés. Donc ici, je suis obligé de faire 2 si je peux le faire. Si jamais j'ai quelque chose qui me bloque, je ne peux pas les dépenser à ce moment-là. Mais je vais au maximum de ce que je peux faire. La deuxième notion, c'est la notion de progression. Un mignon, quand il avance, et qu'il peut le faire, doit systématiquement progresser vers la forteresse ennemie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai avancé comme ça, le deuxième, quand il avance là, il ne peut pas faire de deuxième mouvement, il ne peut pas aller ici parce qu'il n'a pas le droit, son unité ne va pas sur ces cases-là, ne va pas ici non plus, donc il reste bloqué derrière. Le tour de jeu va se poursuivre. Le tour d'après, je vais encore me déplacer. Donc là, je décide par exemple, de déplacer les minions avant de déplacer
mon héros. Quand je vais me déplacer, je peux faire ça. J'ai fait mes 2 mouvements, et malgré tout, j'ai progressé vers la forteresse adverse. Parce que j'étais là au départ, je me retrouve ici à la fin. J'ai progressé, je suis plus près. Par contre, si j'avais la possibilité de faire quoi? Par exemple, par contre, une fois que je suis ici, je peux pas faire partir mon mignon comme ça. Il faut qu'il se rapproche de la forteresse. C'est-à-dire qu'entre le moment où il a commencé son mouvement et le moment où il a terminé, il a progressé d'au moins un hexagone vers la forteresse. Si c'est possible, s'il est bloqué par des unités adverses, on considère qu'on ne peut pas le bouger et qu'il n'a pas le choix. Mais dans la mesure du possible, il doit progresser. Donc je ne peux pas laisser une possibilité sans la faire. Donc ici, il se déplacera de 2, comme ça. Il pourrait très bien faire ça également. 1, 2. Parce que de toute façon, le nombre d'hexagones avec ses capacités de déplacement pour aller ici, il sera toujours plus proche depuis ce point-là que depuis ce point-là. Donc que je fasse ça ou ça, c'est valable. Alors pourquoi c'est important? Vous allez voir qu'il y a des... parce qu'entre la position des minions et des tours adverses, on va parfois vouloir aller plus vite, parfois moins vite, pour se prendre moins de choses sur la tête. Donc ça, c'est le déplacement. Le déplacement, donc c'est pareil pour tous les joueurs normalement. Dans le cadre de l'adversaire fictif, son déplacement il est légèrement différent. Lui, il va utiliser le maximum de ses points de mouvement, et il va prendre le chemin le plus direct. Il ne va pas faire de contournement, il ne va pas faire de ralentissement, il ne va pas faire le tour, il va au plus direct possible. Donc si le chemin change et qu'il est plus rapide, il prend le chemin le plus rapide, et il fait le maximum de ses points. Et il s'y tient. Et pareil, il progresse. Et on fait systématiquement, on déplace le mignon qui est le plus proche de la forteresse en premier. On va dire que c'est le leader. Et on fait les autres en venant le plus loin possible. Pour que les premiers puissent avancer et laisser la place, évidemment. Et ce sera pareil pour l'adversaire. Donc ça, c'est le mouvement. Une fois qu'on a fait le mouvement, donc je m'étais mis ici. Une fois qu'on a fait le mouvement, il y a le tir des tours adverses. Donc, on termine notre mouvement, on fait ce qu'il y a à faire dans le mouvement. S'il y a des choses qui sont déclenchées par la fin du mouvement, on les réalise. Et ensuite, on fait le tir des tours adverses. Donc les tours adverses, c'est quoi? Ça va être les différentes tours qui se trouvent ici, que nous aussi on peut construire, évidemment. On aura la même chose quand les minions adverses vont se déplacer. Donc à la fin des déplacements de nos unités, on vérifie que les tours adverses peuvent nous tirer ou pas dessus. Donc par exemple, elle a 2 améliorations de distance. Donc comment ça marche l'attaque d'une tour? Par défaut, elle a 1 de distance, donc elle peut attaquer, si elle a des pions d'attaque, évidemment. Ici, elle en a 1. Ici, j'ai 1 pion et 2 pions de distance. Donc 1 pion d'attaque et 2 de distance. Par défaut, la tour, elle peut attaquer tout ce qui est adjacent à elle. Donc à chaque fois qu'on rajoute une chips verte, ça augmente la distance de 1. Donc si elle a une chip, ça fait 2 de distance, ça veut dire qu'elle va jusqu'ici. Si elle en a 2, comme c'est le cas ici, elle va jusqu'à 3. Donc 1, 2, 3. Ça veut dire que ici, mon héros, 1, 2, 3, il est à portée. Par contre, mon mignon qui se trouve ici n'est pas à portée. Celle-là, elle a 3 aussi. Elle va jusqu'ici. Celle-là, elle a 3. Elle va jusqu'ici. Et celle-là, elle n'a pas de portée du tout, donc elle tire que en adjacent. Donc comment ça se passe l'attaque d'une tour? C'est très simple. On prend un nombre de dés d'attaque, qui sont ces dés-là, qui correspond à la valeur d'attaque de la tour. Ici, elle n'a qu'un en attaque. C'est le nombre de marqueurs avec les petites épées dessus. Et on le lance. Enfin, on détermine la cible, et on lance le dé pour savoir si elle ne touche pas, ou si elle fait 1 de dégâts, ou si elle fait 2 de dégâts. Donc cette tour ici a 1 en attaque. La seule unité qu'elle peut toucher, c'est mon héros, donc il n'y a pas de souci. Si jamais, on est dans une situation où je suis ici, et mon unité Battleborn se trouve ici. Cette tour qui se trouve là, le minaret, ça s'appelle un minaret, attaque à une distance de 3, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Elle peut potentiellement toucher les 2 unités. Donc là, je rentre dans une règle qui correspond au mode solo. Hein. Parce que de toute façon,
en mode compétitif, vous choisissez l'unité, je crois qu'on choisit l'unité sur laquelle on va tirer. Ici, on a des règles de priorité. Donc, dans le cas où on a 2 unités qu'on peut toucher, bah, les tours vont choisir l'unité qu'elles peuvent tuer, avec le maximum de dégâts qu'elles vont pouvoir faire. Donc ici, elle a 2 en attaque, donc 2 dés, donc potentiellement, elle fait un total de, si elle fait le meilleur de ses jets, de 4 de dégâts. Avec 4, elle peut détruire cette unité-là. Avec 4, elle ne peut pas détruire celle-là. Donc sa priorité, ça va être cette cible-là, le Battleborn. Si jamais il avait moins de points de vie, lui, s'il avait 3 points de vie qui lui restaient, il y aurait une possibilité de tuer les 2 unités. À ce moment-là, il y a un ordre de priorité, c'est d'abord les héros, et ensuite les minions d'une faction, et ensuite les minions qui appartiennent à un terrain. Donc voilà comment se fait la priorité pour les tours. Donc là, je remets des points de vie. Donc là, elle va tirer sur celle-là. On lance les dés. Elle fait 1. Je retire donc 1 à mon unité. Celle-là, on a dit qu'elle pouvait tirer que... Alors, normalement, celui-là était avancé jusqu'ici. Et celui-là... Oui, je suis dans une autre configuration. Celle-là, elle pourrait tirer sur les 2 aussi. Elle a qu'un seul dé, donc elle va tirer sur celle-là. Donc elle tire un dé. Elle fait un dégât, on lui retire une vie aussi. Mais l'unité est toujours en vie. Donc ça, c'est la fin de la réponse des tours. Celle-là, elle ne peut toucher personne, parce que 1, 2, 3, ça va nulle part. Une fois que c'est fait, on a la phase d'exploration. Alors l'exploration, c'est quoi? C'est la phase de découverte de ces petits terrains qu'on va avoir en début du jeu sur les différentes sources. Vous voyez qu'il y a les petits ronds bleus là comme ça. C'est des puits de source, donc des puits d'énergie qui maintient les différentes îles. Une fois qu'on a fait le déplacement et que les tours nous ont tiré dessus, on peut explorer. Explorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire je regarde ce qu'il y a en dessous et je décide si je révèle ou pas le lieu. Si je le révèle pas, je le laisse comme ça. Si je le révèle, bah, on regarde ce qu'il y a dessous et on le laisse en révéler sur la carte. Sachant que ce que vous allez révéler peut avoir des mots et des talents aussi, dont on a la description, qu'il va falloir prendre en compte quand on va se déplacer ou quand on va faire des attaques et ainsi de suite. Par exemple, celui-là qui est Toxic Situation, il fait un dégât dès qu'on se déplace sur une case adjacente à lui. Donc là, c'est pas le cas puisque je me suis déjà déplacé, je ne l'ai révélé qu'après. Par contre, si dans un futur tour, je déplace mon mignon ici, en arrivant ici, il va prendre un point de dégâts. C'est pour ça que c'est important à savoir si on le révèle ou pas. On peut très bien le laisser caché. Ici, j'en prends un autre. Ici, c'est un chasseur de primes, Bounty Hunter. Donc il a un petit talent ici qui est Fair Fight, il faut regarder ce que c'est. Il a 4 points de vie. On gagne 3 points de source si on le tue. Et ça donne l'occasion de faire les premiers combats. Donc par exemple, si on avait fait celui-là, je vais reprendre les points de vie. Et qu'on l'avait révélé. Donc on s'était déplacé comme ça. On n'avait pris aucun dégât. C'était le premier des classements qui était comme ça. On avait un marqueur ici, on l'a révélé. On sait qu'il a 4 points de vie, donc on lui place, on décide qu'on va le laisser comme ça. On place les 4 points de vie en dessous. Et ça correspond à la phase d'exploration. C'est que ça l'exploration. Il n'y a pas d'autre chose dans l'exploration. On révèle ou pas la tuile. La tuile. La Chips the Poker. Certaines unités ennemies, qu'on va découvrir sur les terrains, ont un mot qui s'appelle Engage, et celui-là, on est obligé de le révéler. Et surtout, on sera obligé de l'attaquer si on a la possibilité pendant la phase d'attaque. Donc parfois, explorer, ça peut s'avérer dangereux. Le mot Fair Fight, je ne le connais pas par cœur, donc je vais prendre les talents. Voilà, je vais le trouver ici, c'est super simple. Alors, cette unité, on nous indique, vous voyez que sur l'unité, on n'avait pas vu de valeur d'attaque. Et bien cette unité, dans son talent, qui est le Fair Fight,
C'est simple, elle a la même valeur d'attaque que l'unité qui l'attaque elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a cette valeur d'attaque-là. Alors pourquoi c'est important? C'est que vous allez voir, la phase d'attaque, quand vous attaquez une unité, elle répond toujours. Elle vous renvoie dans la tête ce que vous lui avez mis, si elle est toujours vivante. Donc si vous tuez une unité, elle ne peut pas répondre. Si elle n'est pas morte, elle vous fait une contre-attaque avec sa valeur d'attaque. Et lui, son talent, c'est d'avoir la même force que l'attaquant. Donc ce qui veut dire que si on dispatche là qu'il y a 2 en attaque, il y en a 2 hein, ici, c'est marqué là. Il l'attaque, le Bounty Hunter, lui va se trouver avec une valeur d'attaque de 2. Donc lui, il va lui faire 2 de dégâts, ok, mais il est toujours en vie. Et il va lui répondre, parce qu'il peut, parce qu'il est adjacent, il va lui faire 2 aussi. Lui, il ne restera plus qu'un seul point de vie. Donc il aura quand même perdu 2/3 de ses points de vie. Alors évidemment, la réponse ou la contre-attaque, elle n'est valable que sur la première attaque dans le tour. Ça veut dire que si je fais une autre attaque avec un autre de mes gars, comme lui par exemple, Battleborn, et ben lui il ne pourra pas répondre, parce qu'il a déjà attaqué. Et c'est là que c'est important de savoir dans quel ordre on fait l'attaque, parce que, j'espère que vous m'entendez bien, parfois je m'éloigne du micro, parce que il vaudrait mieux le faire attaquer, donc lui qui a 4 points de vie, d'abord lui, il a que 1 en attaque, donc il l'attaque, il lui fait 1 de dégâts, mais en retour il ne prend que 1 point de dégâts. Et ensuite on le fait attaquer par lui, il lui retire 2, et là cette fois-ci, le Bounty Hunter ne répond pas, parce qu'il a déjà attaqué une première fois, et on peut le terminer par la 3e unité, avec 2 points de dégâts, là cette fois-ci il n'a plus rien, et il ne répond pas parce qu'il est mort en plus, et que c'était pas sa première attaque, et à ce moment-là on l'a abattu. Donc vous voyez qu'en changeant la façon dont on a fait l'attaque, on a économisé quand même les points de vie d'une de mes unités. En tout, on a perdu qu'un seul point de vie. Donc c'est soit on fait le minimum contre lui, parce qu'on sait qu'il a la même attaque que nous, soit on arrive à le tuer du premier coup, et à ce moment-là, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de contre-attaque. Donc vous voyez que l'attaque, il n'y a pas de lancer de dés pour les unités. On prend la valeur qui se trouve là, et l'unité, si elle n'est pas vaincue, elle répond avec sa valeur d'attaque. Donc ici, lui, il avait une valeur d'attaque spécifique, enfin spéciale, par rapport à son talent. Mais si vous aviez une unité comme ça, avec l'unité de l'adversaire et des héritiers, à ce moment-là, il fait la réponse avec sa valeur d'attaque ici. Donc si lui, il l'attaque, il lui fera 2 de dégâts, et lui, en retour, s'il n'est pas mort, il lui fait 2 de dégâts. Pour le combat, on a des petites subtilités qui viennent des talents. Dans le cas général, ça va être ça. Par exemple, Cram, The Mighty, il a capacité Armored, qui est blindé. Ce qui veut dire qu'il a que quand on l'attaque, il retire 1 point aux dégâts qui lui sont faits. Donc s'il prend une attaque de 4, il en prend que 3. S'il prend une attaque de 2, il en prend que 1. S'il prend une attaque de 1, il ne prend pas de dégâts. Donc c'est assez sympa comme capacité. On a l'Aegis qui est un mignon qui a la même capacité. Alors le talent fonctionne dans le cadre de l'attaque, celui-là. Il est marqué précisément que c'est dans le cadre de l'attaque. Donc dans le cas d'une contre-attaque, quand lui il nous répond, ça ne marche pas. C'est que dans le cas d'une attaque. Donc ça c'était la phase d'attaque, et ça met fin au tour de la phase d'assaut. Une fois qu'on a fait cette phase d'assaut, ce tour dans la phase d'assaut, c'est l'ennemi qui fait la sienne, et ainsi de suite. On fait une phase d'assaut, phase d'assaut, phase d'assaut, phase d'assaut, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de minions en jeu. Et là, on aura fait le tour de jeu complet. Une fois qu'il n'y a plus de minions en jeu, on fait la vague numéro 2, on déroule les événements, la phase de revenu, le marché, la construction, la phase de préparation et de déploiement, et on repasse sur une phase d'assaut. Donc, je pense que vous avez suffisamment d'informations sur le déroulement pour que je puisse faire la partie et réexpliquer les choses
pendant le jeu. J'expliquerai aussi comment se déroule la mise en place du scénario avec le livret de règles. Et on devrait pouvoir enchaîner la partie. Je vais sûrement faire une vidéo par vague. Donc je vais faire une vague 1 tout de suite, avec cette vidéo d'explication. Ou là c'est pareil, je verrai après au montage. Et je ferai une vidéo par vague à chaque fois. Voilà, sur ce, à tout de suite pour la partie. Ciao, ciao!